Mesdames et messieurs, d'abord je vous remercie donc d'avoir répondu à l'appel de l'Institut Pierre Werner et puis aussi d'Europa Forum pour discuter ce soir donc d'un sujet qu'il est en fait difficile de cerner d'un coup. Il s'agit donc des libéralisations et des privatisations dans l'Union européenne et de savoir si elles profitent aux citoyens et à la collectivité. La question est vaste et il n'est même pas sûr que telle qu'elle est posée, elle puisse recevoir une réponse. Il y a eu la vague des libéralisations et privatisations des monopoles d'État, les services postaux, les réseaux de téléphonie, les transports ferroviaires, les transports publics, l'approvisionnement en gaz, en électricité, tout cela afin que la mise en concurrence engendre le progrès technique, l'innovation dans les anciennes entreprises publiques, mais aussi des prix plus bas qui bénéficieraient aux consommateurs. Certaines de ces privatisations ont été acceptées au Luxembourg parce que les pouvoirs publics ont gardé une certaine mainmise, comme dans le secteur, par exemple, de l'énergie. D'autres, comme dans le rail, ces réformes ne sont pas très bien acceptées et la libéralisation de la Poste a été un dossier très dur à faire passer et la chose n'est pas encore entendue quand le courrier des lettres, notamment, sera complètement libéralisé. À l'époque, ce sont les assurances que des obligations de service public seraient remplies par les compétiteurs qui ont permis de conclure un difficile accord. La crise et les réformes structurelles ont amené une autre vague de libéralisation. La Commission fait par ailleurs la promotion des systèmes de pension basés sur 3 piliers, un pilier public qui serait de base et 2 piliers privés. Finalement, dans les pays en crise, des biens publics aussi sont privatisés pour rembourser la dette publique. Encore aujourd'hui, la Commission a sommé la Grèce d'avancer dans le dossier de la privatisation, où le russe Gazprom n'a finalement pas été preneur. Et cela en martelant qu'il s'agit d'une des conditions fixées par les programmes d'aide. Ces ventes d'entreprises publiques sont, que ce soit en Grèce ou dans d'autres pays, perçues souvent par les citoyens comme une expropriation de biens collectifs au bénéfice de grands investisseurs privés. Progressivement, la privatisation d'entreprises publiques stratégiques au secteur privé engendre un malaise auprès des citoyens qui avaient financé ce patrimoine par leur impôt depuis des générations. Cela soulève donc des questions. Par exemple, l'Union européenne n'est-elle plus, malgré ses dénis, qu'une machine à libéraliser le secteur public, voire les biens communs, et à les remettre dans les mains de sociétés privées? Ou bien l'Union européenne n'aurait-elle que fait passer dans les pratiques européennes les règles de concurrence et les réglementations décidées au niveau mondial pour ouvrir les marchés? Ou bien est-ce encore autre chose? Et faut-il aborder la question d'une manière plus différenciée pour dissiper le malaise ou voir des présomptions être confirmées? C'est pour ça que ce soir, nous voulons débattre et que nous avons choisi un angle que connaissent bien les orateurs invités, l'eau. Pourquoi l'eau? C'est qu'une peur traverse maintenant l'Union européenne, qu'avec la directive concession, l'approvisionnement en eau puisse être privatisé, qu'un bien commun puisse tomber dans les mains de privés. C'est en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Le succès de l'initiative citoyenne européenne Right to Water, où ici à Luxembourg, plus de 5000 personnes ont signé en Europe entière, il y en a plus d'1 600 700 000, démontre clairement qu'il y a un problème. Tout le choix de l'eau que nous touchons, que nous absorbons, que nous utilisons tous les jours, avec le double sentiment que, premièrement, c'est un bien précieux, et puis que ce bien précieux appartient aussi à tout le monde. C'est un sentiment très européen, très modèle social, très idée du bien commun, quelque chose qui est très fortement enraciné dans la culture occidentale depuis le Moyen-Âge. Car par exemple, en Amérique latine, tout cela n'est pas du tout évident. En Amérique latine, par exemple, les grandes firmes pétrolières des États-Unis achètent des domaines gigantesques, grands comme 2-3 fois notre pays, au Paraguay par exemple, pour avoir des réserves d'eau.
Au Proche-Orient, nous le savons, l'eau est d'ores et déjà un grand enjeu, parfois ouvert, parfois plus caché, des conflits en cours, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le conflit larvé entre la Turquie et la Syrie, etc. Bref, la question de l'eau a soudain rendu, ici aussi en Europe, les citoyens plus vigilants. L'accès à l'eau comme un droit universel, pourquoi pas? Disons, le seul détail où on n'est pas d'accord, c'est que nous ne considérons pas que la fourniture d'eau devrait être en dehors des règles du marché intérieur, pour une simple raison que si l'eau est un bien commun, la fourniture d'eau peut être une activité économique. Et il n'y a aucune raison pour laquelle cette activité devrait être en dehors des règles du marché intérieur. Le sujet principal de ce colloque est la libéralisation, la privatisation. Je ne peux pas m'empêcher d'observer que, en effet, notre directive, même si elle est très souvent associée avec la libéralisation, avec la privatisation, n'a pas ni pour but, ni pour effet la privatisation ou la libéralisation de quelque service public que ce soit. L'eau, pas plus que d'autres services publics. Donc, quel est le rapport plutôt entre le projet de la directive et la libéralisation et la privatisation de l'eau? Donc, la réponse est très simple, il n'y a aucun rapport. Maintenant, si vous allez voir qu'un des premiers articles de la directive dit très clairement que cette directive n'a pas pour but de privatiser les services publics et que les pouvoirs publics restent libres à définir ce qu'ils considèrent comme service d'intérêt général économique. Ils restent libres de définir quelles sont les exigences, disons, concernant, disons, aux aspects techniques de ces services fournis aux citoyens. La directive n'a pour but que de fixer quelques règles d'attribution, c'est tout. Ça veut dire que les pouvoirs publics restent libres de fournir les services publics, notamment l'eau, s'ils le souhaitent, seuls par leurs propres moyens, sans conférer la tâche à l'opérateur externe. S'ils le souhaitent, les pouvoirs publics peuvent aussi décider d'attribuer un contrat in-house, donc à un opérateur qu'ils contrôlent. Il y a aussi des possibilités de créer un syndicat, un syndicat intercommunal, et de conférer les tâches à ce syndicat. Dans tous ces cas, la directive sur les concessions ne s'applique pas. Et la directive sur les concessions ne préjuge pas sur le choix des pouvoirs publics, soit de fournir les services d'eau par leurs propres moyens ou par une entité qu'ils contrôlent, ou bien de conférer ces tâches à un opérateur externe. C'est uniquement une fois un pouvoir public prend la décision, en toute autonomie, de conférer cette tâche à un opérateur économique externe, que la directive sur les concessions s'applique. L'eau au Luxembourg est complètement dans les mains d'une côté de l'État. Le CEPAS, c'est un mixte entre l'État et les syndicats et les communes, pratiquement 50-50%. Ils exploitent le barrage d'eau potable du nord du pays. Et les autres syndicats, ce sont des syndicats purement communaux comme l'AZS, syndicat des communes du Sud, qui exploitent l'eau souterraine du Luxembourg ici. Et d'ailleurs, les autres syndicats sont le DA. Il y a de nouveaux syndicats qui ont été créés du côté de l'Est du pays, et tous, ils sont pratiquement dans les mains des communes. Là, je n'y vois pas comment ça va changer. Actuellement, au Luxembourg, les tendances de
de privatisation, ils sont pratiquement peu évidents. Ich will es mal versuchen darzustellen, welche Position wir vertreten vor dem Hintergrund der Strukturen deutscher Wasserwirtschaft, insbesondere kommunaler Wasserwirtschaft, und warum wir, und da komme ich, glaube ich, gleich auf den Punkt, Herrn Rosanski an einer Stelle nicht zustimmen bei der Einschätzung, nämlich wenn es um das Thema Liberalisierung geht. Ich stimme sehr wohl zu sagen, diese Richtlinie verfolgt keine Privatisierungspolitik. Das sehe ich genauso. Nirgends in dieser Richtlinie finden Sie einen Satz, in dem drin steht, Wasser darf nicht mehr öffentlich, darf nicht mehr kommunal sein, sondern muss privat betrieben werden. Es besteht ein Privatisierungszwang. Aber, und ich glaube, wie gesagt, das ist der Unterschied, sehr wohl ist das, was dort auf 80 Seiten geregelt wird, ein Einfallstor über den Weg des Vergaberechts, um Strukturen zu liberalisieren. Um das zu erläutern, will ich Ihnen in ein paar Sätzen kurz darstellen, wie sieht Wasserversorgung in Deutschland aus, soweit Sie das nicht wissen. Wir haben ungefähr 6.000 Wasserversorger in Deutschland. Fast alle davon kommunal. In ganz unterschiedlichen Rechtsformen. Wir haben das, was eben angesprochen wurde, nämlich Stadtwerke, vor allen Dingen in den größeren Städten. Das heißt, das sind sogenannte Mehrspartenunternehmen, Energieversorger. Sie betreiben den ÖPNV, Wasser, manchmal Abwasser, Schwimmbäder, alle diese Dienstleistungen in den Städten. Wir haben Zweckverbände, vor allen Dingen auf dem flachen Land, Zweckverbände, Wasserverbände, sehr vergleichbar mit dem, was hier für Luxemburg beschrieben wurde als Syndikat. Wir haben sehr viele kleine Einrichtungen. Ich will sie gar nicht einzeln auflisten, wie Regiebetriebe, wie Eigenbetriebe. Wir haben vertragliche kommunale Zusammenarbeit, das heißt, wo die Gemeinde A zur Gemeinde B sagt, mach das doch mal mit für mich. Du hast die Kapazitäten, ich selbst kann das nicht sicherstellen. Also alles das sind Formen, die sich entwickelt haben. Wenn jetzt diese Richtlinie stärker als das bisher durch das legislative Recht des Europäischen Gerichtshofs vorgesehen war, Regeln festlegt, wie solche Dienstleistungskonzessionen vergeben werden, wie also die Gemeinde sich an ein Unternehmen wenden kann und kann sagen, bitte erfülle du die eigentlich mir obliegende Aufgabe Wasserversorgung, dafür bekommst du aber kein Geld von mir, sondern du musst dich refinanzieren über die Einnahmen, die du von den Bürgern, die du von den Kunden bekommst. Das ist ja so als Kurzdefinition für Konzessionsrichtlinie. Dann greift das sehr wohl ein. Ich will das noch etwas näher erläutern, Herr Rosanski. Sie haben auch gesagt, eigentlich kann die Gemeinde doch immer noch entscheiden, erfülle ich diese Aufgabe selbst? Dann muss ich nicht ausschreiben. Oder gehe ich auf den Markt, suche ich mir einen Anbieter, suche ich mir einen Dritten und dann muss ich ausschreiben. Bei dem Satz sind wir, glaube ich, ganz einer Meinung. Die Frage ist nur, wer ist denn der Dritte und wann gehe ich auf den Markt? Und das Selbstverständnis kommunaler Wasserwirtschaft in Deutschland ist eben sehr häufig so, dass man sagt, auch wenn ich es mit eigenen Unternehmen erfülle, wenn ich mein Stadtwerk beauftrage, wenn ich an einen Zweckverband gehe, wenn ich dann mit den Nachbarkommunen vertraglich zusammenarbeite, immer dann erfülle ich es noch selbst. Ich bleibe sozusagen in der kommunalen Familie. Und an einen Dritten gehe ich erst, wenn ich mir einen privaten Dritten suche und den beauftrage. Das heißt, wenn ich als Kommune sage, ich will das gar nicht mehr selbst machen, auch wenn es meine Aufgabe ist, sondern ich will mir am Markt einen privaten Dritten suchen. Und ich glaube, diese Linie auszuformulieren und zu sagen, wann suche ich mir einen Dritten, wann erfülle ich eine Aufgabe selbst, das ist der Kernpunkt des Problems, das wir in Deutschland von Seiten der kommunalen Wasserwirtschaft mit dieser Richtlinie haben. Wir haben von Anfang an gesagt, am allerliebsten wäre uns die Richtlinie gäbe es nicht. Das sage ich ganz offen, der Weg war sehr schnell verbaut. Das ist, ich glaube, der dritte Anlauf für diese Richtlinie und diesmal wird sie wohl in wenigen Wochen dann auch zum Ergebnis kommen. Wir haben dann gesagt, dann gebt uns doch bitte einen Ausnahmebereich für Wasser. Denn diese Strukturen, die wir hier haben, mit diesen 6.000 Wasserversorgern mit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein paar Jahre in diesem Bereich unterwegs, aber ich habe mit der Beschäftigung dieser Richtlinie immer noch gelernt, was es noch an Strukturen an Wasserversorgung in Deutschland gibt. Also ich habe da wirklich noch was dazu gelernt, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben teilweise so verzwickte Strukturen, dass ich mir sage, die kriegen wir in diesen Ausnahmeregelungen, die hier auch erwähnt wurden, gar nicht unter. Und deswegen haben wir gesagt, dann doch bitte einen Ausnahmebereich. Auch das scheint mir, sage ich ganz offen, nicht das Ergebnis zu sein, wenn wir in wenigen Wochen diese Richtlinie haben. Aber der Protest, der damit verbunden war, der ist immerhin insoweit gehört worden, dass wir seit einigen Wochen in sehr viel stärkerem Maße über Ausnahmeregelungen im Detail reden.
Das heißt, auch das hat Herr Rosanski gesagt, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ein Stadtwerk beauftrage, wo vielleicht privates Kapital in einer Minderheitsbeteiligung dran ist? Wie sieht es aus, wenn dieses Stadtwerk sowohl Energieversorger als auch Wasserversorger ist, also sich einmal in diesem geschützten Bereich Wasserversorgung bewegt, aber auf der anderen Seite in einem liberalisierten Bereich wie der Energieversorgung bewegt? Wie sieht interkommunale Zusammenarbeit, sei es vertraglich, sei es durch Institutionen aus? Ist das alles geschützt? Darüber reden wir im Detail. Ich will hier zwar Hoffnung verbreiten und sagen, wir werden einige Lösungen bekommen. Wir werden sicherlich auch einige gute Lösungen bekommen. Wir werden nicht das bekommen, was ich mir am Anfang gewünscht hätte. Und dann, wenn die Richtlinie da ist, müssen wir uns, glaube ich, nochmal sehr genau auch im Nachgang angucken, was dort geregelt wurde, welche Folgen das für bestehende Strukturen hat. Und das soll meine letzte Äußerung dazu sein. Strukturen, die wir auch regelmäßig bei den Kundinnen und Kunden in Deutschland abfragen und wo wir Zustimmungsraten für diese kommunalen Strukturen in der Wasserversorgung bekommen. Und ich glaube, damit komme ich zurück, Herr Weitzel, was Sie am Anfang gesagt haben, von 85%. Und ich glaube, in kaum einer Dienstleistung, auch öffentlichen Dienstleistungen, gibt es diese Zustimmung von Bürgerinnen und Bürgern ganz einfach deshalb, weil Wasser diesen emotionalen Wert hat, weil es diesen Stellenwert hat und weil es hier ein hohes Vertrauen in kommunale Strukturen gibt und ein bisschen mehr Misstrauen gegenüber rein privaten Strukturen. Ja, das vielleicht als ein Versuch darzustellen, wo unsere Probleme in dieser Richtlinie liegen, und alles andere können wir, glaube ich, im Gespräch vertiefen. Tout d'abord, je souhaiterais vous rassurer. Le but de la Commission européenne, ainsi que le but du Parlement européen et du Conseil, donc des co-législateurs, n'est pas de détruire un système qui marche. Effectivement, comme je l'ai déjà mentionné, dans les différents États membres, il y a des structures qui sont assez complexes. Et depuis plusieurs mois, la Commission européenne, le Parlement et le Conseil travaillent sur cette tâche pour trouver, disons, des exemptions les plus adaptées à la situation, avec, il faut dire, une coopération de la Commission européenne. Et je suis sûr que M. Abel va le reconnaître. Les services de la Commission ont fait un grand effort pour comprendre de quoi il s'agit et, disons, d'aider à trouver une solution au problème. Maintenant, quand vous dites qu'il serait idéal d'enlever l'eau ou d'exclure l'eau du champ d'application de la directive, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous que ce soit une solution idéale, notamment pour les secteurs d'eau et notamment pour les municipalités allemandes. Pourquoi? Aujourd'hui, l'attribution des concessions de services, aussi des services d'eau, est soumise au respect des principes du traité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à partir du moment où vous attribuez, en tant que municipalité, quand vous attribuez une concession à un tiers, vous êtes obligé d'assurer une publicité adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire une publicité adéquate? Certes, ça ne veut pas dire nécessairement, dans tous les cas, publier dans le journal officiel, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas attribuer une telle concession de gré à gré. Ça veut dire qu'une municipalité ne peut pas le faire sans aucune transparence, sans aucune publication, tout simplement en attribuant à un tiers. Maintenant, vous avez posé la question à juste titre, qu'est-ce que ça veut dire un tiers? Dans la directive, on a fait un effort pour nuancer un tout petit peu cette question, mais si vous regardez la jurisprudence de la Cour de justice qui s'applique actuellement, et notamment à l'attribution des concessions de services, je me réfère ici notamment à l'arrêt Val, mais aussi à l'arrêt Acosset, les règles de in-house posées par la Cour sont très strictes. On peut effectivement attribuer une concession de gré à gré à partir du moment où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice contrôle l'entité à laquelle il attribue la concession de façon similaire à ce qu'il contrôle leur propre département. Et en plus, cette entité doit réaliser la plupart de ses chiffres d'affaires avec l'entité adjudicatrice. Et en plus, il ne peut y avoir
aucune partie du capital privé dans l'entité à laquelle on attribue une concession. Bien évidemment, avec les règles qui existent aujourd'hui, je pense que les municipalités en Allemagne ou ailleurs qui attribuent des concessions à beaucoup de Stadtwerke risquent grand. Il y a eu notamment des arrêts des juridictions allemandes, de Francfort, de Hambourg, qui ont censuré ce genre d'attribution. Donc, aujourd'hui, la situation est vraiment loin d'idéal. Avec la directive, on introduit une exemption supplémentaire, notamment l'exemption pour les entreprises liées. Les entreprises liées qui, elles, peuvent avoir du capital privé. Il s'agit des entreprises qui peuvent vraiment être même à 90% privées à partir du moment où l'entité adjudicatrice exerce sur ces entreprises une influence dominante. Et une influence dominante, c'est un concept beaucoup plus, disons, beaucoup moins strict que le concept du contrôle analogue au contrôle sur ses propres départements. Donc, en d'autres termes, avec cette exemption dans la directive, vous savez très bien que le législateur réfléchit toujours à perfectionner ces exemptions, à trouver une exemption encore plus adaptée dans le secteur d'eau pour prendre en compte la situation des entreprises municipales qui exercent plusieurs activités. Je répète, avec cette directive, les entreprises municipales allemandes ou en Allemagne ou ailleurs seront beaucoup mieux servies, seront beaucoup plus en sécurité du point de vue juridique qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà. Oui, avant de demander à Thomas Abel de répondre à la dernière partie, je voulais quand même d'abord aussi poser une question à Paul Weidig. Il y a eu quand même pas mal de discussions ici à Luxembourg que des syndicats intercommunaux seraient empêchés de rendre des prestations de services à d'autres syndicats intercommunaux dans un certain domaine. Avec cette directive, il y a eu là des discussions aussi dans les journaux, que cela poserait un problème majeur. Or, vous dites, en fait, la directive telle qu'elle est conçue actuellement ne nous pose pas de problème, ni non plus dans la coopération entre syndicats intercommunaux. La directive poserait des problèmes du moment si une ville veut atterrir à un syndicat, et alors il ne pourrait pas le faire librement, mais devait dire, bon, il faut d'abord faire une soumission publique de tous les services qu'il veut traiter à ce syndicat. Mais normalement, les communes, d'abord, ils font partie, ils entrent dans le syndicat, et pas après le syndicat traite les services pour la ville. Je pense que là, ça n'entre pas directement dans les directives. Oui, en effet, si le syndicat intercommunal est créé uniquement par les entités adjudicatrices et les municipalités qui ont une compétence en matière de la fourniture d'eau sont des entités adjudicatrices, il n'y a absolument aucun problème à ce qu'un tel syndicat reçoive directement, donc sans mise en concurrence, les concessions de la part des communes. Herr Abel, es ist ja so, dass Herr Rosanski dann mehr oder weniger erklärt hat, dass eigentlich die Rechtssicherheit für deutsche Stadtwerke durch die Direktive gesteigert wird, dadurch, dass eben durch diese unter sich verbundenen, unter diese gebundenen Betriebe eigentlich doch das Handeln nicht so sehr eingeschränkt ist und nicht diese Liberalisierung auf die Betriebe wartet, als Sie befürchtet haben. Was antworten Sie dazu? Es gibt immer den Spruch, wer nach Rechtssicherheit ruft, der bekommt sie auch. Ob ihm das gefällt, was da geregelt wird, ist was ganz anderes. Wir hatten vorher durch den EuGH einige Grundsätze zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, die sich in ein paar Stichworten darstellen lassen. Wir haben jetzt 80 Seiten Text. Und es ist ein Mehr an Regeln, an Regelungsdichte, die, und das habe ich versucht darzustellen, mehr Fragen als Lösungen aufwirft aus unserer Sicht. Man muss, glaube ich, auch unterscheiden, den Text, den die Kommission ursprünglich vorgelegt hat im Dezember 2011 und die Texte, die wir im Trilogverfahren zu lesen bekommen oder nicht zu lesen bekommen, täglich wechselnd. Und ich glaube, das haben wir alle dargestellt, da ist Bewegung drin und aus meiner Sicht ist da Bewegung in die richtige Richtung drin.
Also so manche Bedenken, die geäußert worden sind, insbesondere was die Wasserwirtschaft angeht, werden auch gehört und da wird nachgearbeitet. Das finde ich sehr positiv. Ich habe auch versucht darzustellen, zu sagen, ob das am Ende reichen wird. Das müssen wir uns angucken, wenn das Trilog-Ergebnis da liegt. Um auf ein paar Kritikpunkte einzugehen, ich will es nicht zu detailliert oder zu juristisch machen. Ich glaube, es gibt Rechtsprechung zu interkommunaler Zusammenarbeit, zum Beispiel auch hier eine Hamburg-Entscheidung. Und wenn ich das lese, was im Entwurf Dezember 2011 in der Richtlinie dazu drin steht, dann ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr harte Auslegung dieser Rechtsprechung. Auf der anderen Seite, es gibt deutsche Rechtsprechung zu Stadtwerken, die getragen wurde durch den Richtlinienentwurf und wo man jetzt vielleicht sogar ein bisschen gegen deutsche Rechtsprechung nachbessern kann. Alles das gibt es. Ich will nicht ins Detail gehen. Ich glaube, das können wir an anderer Stelle tun. Ich will versuchen, daraus mal eine politische Frage abzuleiten, nämlich zu sagen, wie geht Europa eigentlich mit bestehenden Strukturen, auch bestehenden gewachsenen Strukturen von Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene um, von Entscheidungen, die dort getroffen werden? Passt das in ein Regelwerk, das auf den Binnenmarkt abzieht, das möglichst einheitliche Regeln für den Binnenmarkt entwickeln und festlegen will? Und wie kommt man dort in ein Miteinander statt ein Gegeneinander? Der EU-Vertrag sieht ja seit einiger Zeit vor, in seiner letzten Fassung, dass es eine Achtung der kommunalen Selbstverwaltung geben soll. Ich habe mich am Anfang gefragt, wo schlägt sich das nieder in diesem Konzessionsrichtlinienentwurf? Wo überhaupt im Wording, wo finde ich etwas dazu? Wie kann ich eigentlich Kommunalpolitik vor Ort begeistern, aktiv zu werden und so etwas wie Wasserversorgung zu gestalten, wenn es doch auf einer anderen Ebene eine europäische Richtlinie gibt, die so detaillierte Regelungen vorlegt, dass es quasi vor Ort keinen Gestaltungsraum mehr gibt? Alles das sind politische Fragen, die wir diskutiert haben, jenseits dieser rechtlichen Fragen, die im Vordergrund des ersten Teils standen, aber die mir doch sehr begegnen, wenn ich dieses Thema im kommunalpolitischen Umfeld diskutiere.